Bonjour, bienvenue à LSA Direct. Exceptionnellement, ce numéro n'est pas enregistré au niveau de notre studio habituel puisque nous nous trouvons au niveau de la Maison du Peuple en compagnie du secrétaire général de l'UGTA, M. Ammar Takjout. Merci de nous recevoir chez vous au niveau du siège de l'UGTA. Je vous remercie de votre visite à la centrale syndicale. Merci beaucoup. Donc, M. Takjout, nous sommes le 1er mai. Nous fêtons les travailleurs. Dans quel contexte intervient cette journée? Un contexte interne. Moi, je pense qu'il y a, parce que le 1er mai, c'est aussi une journée de bilan. Tout à fait. De revoir un petit peu l'ensemble des conquêtes sociales, des accords à caractère social et économique. C'est un contexte, je dirais, qui a quand même beaucoup de sens positif, au regard un petit peu de ce qui a été décidé en 2023 par le président de la République au profit d'une catégorie de travailleurs de la fonction publique, 2023-2024. Quand on voit un petit peu la couverture de l'indemnité de chômage à une très large catégorie de jeunes qui avoisine les 2 millions de jeunes, quand on voit le nombre de logements à caractère social qui ont été distribués aussi, ça veut dire que moi je vois le côté social, c'est-à-dire la réponse à l'amélioration du niveau social des travailleurs, des citoyens. On ne peut pas faire l'impasse de ce bilan. Il est là, il existe. Maintenant, la question salariale, la question du revenu, la question du pouvoir d'achat, oui. C'est l'éternel recommencement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pays au monde qui aujourd'hui fait le bilan pour dire qu'il a réglé tous les problèmes et qu'il n'y a pas de choses à demander. C'est l'éternel recommencement pratiquement parce que soit on est rattrapé par l'inflation, soit le contexte économique national moins favorable, Oui. donc ça se répercute sur le niveau de vie, soit c'est la région, soit... Nous avons énormément d'alliances, que ce soit régional, continental, international, qui arrivent à perturber, Donc il y a 2 choses à faire. C'est de prendre acte de l'amélioration et de savoir accompagner les moments difficiles et les difficultés et redoubler d'efforts pour essayer de rattraper ce que nous avons perdu pendant la stagnation, pendant les fluctuations économiques que nous subissons. Donc il y a un travail de compréhension de part et d'autre. C'est au gouvernement de travailler, de trouver des mécanismes et des outils nécessaires pour l'amortissement du choc, pour essayer d'améliorer, pour essayer de créer la dynamique économique. Et aux travailleurs de voir la compréhension nécessaire et de savoir accompagner, de savoir demander quel est le temps de l'accompagnement et quel est le temps de la demande. Et ça, c'est un travail pédagogique, syndical qu'il faut faire au niveau du monde du travail. Aujourd'hui, on a besoin de cette compréhension et de cette optique qui est nécessaire pour les 2 parties. Il y a une autre compréhension, c'est celle de nos travailleurs qui doivent comprendre qu'il y a le capital financier. Il faut faire en sorte que nos travailleurs ne sont un capital humain et que nous apportons une touche. Et sans le capital humain, le capital financier ne fonctionnera pas. Et sans le capital financier, le capital humain ne fonctionnera pas. Donc, il y a une complémentarité de fait, il y a une compréhension, donc on ne peut que travailler ensemble et évoluer ensemble et avancer ensemble. C'est cette compréhension qui est recherchée aujourd'hui chez nos travailleurs et chez nos amis employeurs. Il faut aussi qu'ils dépassent un petit peu le cap du capital financier en soi, qui ne peut pas avancer sans le capital humain.
Est-ce que c'est ce contexte-là que vous venez de décrire qui fait qu'on a ce sentiment depuis quelques années que le 1er mai se fait un peu moins revendicatif? Oui, il y a ce contexte, oui. Il y a une meilleure compréhension. Euh, il y a un travail de dialogue social Social? qui est entrepris dans beaucoup d'entreprises. Moi, je pense que il m'arrive de faire le constat dans des grandes entreprises où le contact il est quasi permanent, la concertation aussi, la revendication, c'est les syndicats qui imposent le timing et ce n'est pas le mouvement social habituel, etc. Parce qu'il y a aussi la discussion et la compréhension que quand l'entreprise va mal, on ne peut pas lui demander d'être affecté encore plus. Oui. Et quand elle va bien, et donc il faut savoir aussi poser le problème, dans quelles conditions. Donc les travailleurs ont une meilleure compréhension de ce que je vois dans les entreprises. Reste les administrations, c'est une autre approche, Oui. parce que l'administration, elle dépend, c'est de la fonction publique, elle dépend du trésor public, elle dépend de... Mais il y a un effort à faire dans ces secteurs de l'administration, à plus d'ouverture de dialogue, plus d'ouverture de concertation et de compréhension. Parce que c'est les canaux de communication qui aideront à faire avancer les choses. Parce que quand on donne l'information à temps et que les travailleurs la réceptionnent à temps, ça veut dire qu'on peut engager une discussion sérieuse, une discussion responsable, etc. Il y a bien évidemment quelques résidus qui semblent résister Résister. à cette démarche, parce que aujourd'hui, le constat qu'il faut faire, que les syndicats de par le monde font dans la production des idées. Ça veut dire que le syndicat aujourd'hui, il s'amène avec un argumentaire, il ne s'amène pas avec la force du biceps, ça ne suffit pas. Et ce qui est demandé aujourd'hui aux syndicalistes, c'est aussi de travailler et de réfléchir, qu'il y ait plus de concertation, plus de confrontation d'idées, ce n'est pas une mauvaise chose, et produire les arguments nécessaires pour aller discuter, négocier avec nos partenaires. La diminution, Monsieur Takdouk, des mouvements sociaux, des grèves, c'est un signe de bonne santé? Oui, je pense que c'est un signe de bonne santé. Ça veut dire que, il faut que les syndicats arrivent à créer des passerelles de confiance. Parce qu'attention, les grèves, ils viennent d'où? Ils viennent d'une sorte de cette rupture de confiance. De dialogue, Du oui. dialogue et de confiance. Ça veut dire que quand il n'y a plus cette confiance, quand on n'est plus dans la confiance, on est dans la mobilisation, on est dans l'épreuve de force. Et moi, je pense que c'est le rétablissement de la confiance qui est la clé de voûte dans nos relations de travail. Parce que dialoguer, le dialogue social, oui, mais s'il n'y a pas de confiance, c'est un dialogue un petit peu biaisé, c'est pas un dialogue correct. Donc, il faut qu'il y ait de la confiance. Et ça, c'est très important. Enfin, la confiance entre les dirigeants syndicalistes et leurs mandants, ça veut dire les travailleurs, la confiance entre les syndicats et leurs partenaires, ça veut dire parce qu'il y a une chose qui détruit un petit peu l'économie et le social, c'est la méfiance. Quand on est dans la méfiance, on casse tout, on casse et l'économie et le social. Donc c'est le rétablissement de la confiance. De mon point de vue, c'est le rétablissement de la confiance. Et c'est aussi une clé pour apaiser les tensions. Quand on est dans la confiance, quand on dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est dans la confiance. Quand on peut dire qu'on peut donner un petit peu, mais pas plus, on est dans la confiance. Mais c'est la méfiance qu'il faut dissiper au fur et à mesure par le travail de proximité, par le travail de discussion
et de réflexion et pense qu'on arrivera à faire mieux les choses parce que la contestation, c'est une expression collective. Ça veut dire on sort tous dans la rue ou on fait grève pour exprimer qu'on est d'accord pour tel ou tel projet, pour tel ou tel point de demande, etc. Mais il faut que ça soit simplement ça a une référence collective. Ça veut dire s'il y a des doutes, on peut faire grève. S'il y a des doutes, on peut sortir tous pour dire non, c'est unanime, c'est pas un groupe, c'est pas personnel. Mais il faut que cette expression reste l'ultime L'ultime recours. recours à faire. Donc, on peut dépasser tous les problèmes et dépasser toutes les questions et les interrogations uniquement à travers la discussion et à travers le dialogue social. Bien évidemment, à travers le dialogue social, on peut aboutir à des négociations par la suite. Parce que le sens du dialogue est une chose et le sens qu'on donne à la négociation est une autre chose. Quelles sont aujourd'hui, M. Tagjout, les priorités des travailleurs? Écoutez, les travailleurs, la priorité, c'est la pérennité du travail. Ça veut dire, vous savez, la hantise d'un travailleur, moi je rencontre pas mal de jeunes, c'est cette crainte de perdre. Perdre son emploi. Oui, parce que perdre son emploi, c'est très difficile de retrouver un emploi, c'est très difficile et pour beaucoup, parce qu'il arrive souvent où des pertes d'emploi arrivent chez des travailleurs en âge très avancé. C'est difficile de se replacer. De se replacer, de se redéployer. Moi, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire dans le redéploiement des travailleurs qui perdent leur emploi à travers la formation continue, à travers une reconversion, le redéploiement. Il faut avoir cette capacité de redéploiement et de replacer un petit peu les salariés pour qu'ils puissent continuer à travailler et à terminer leur carrière. Parce que c'est un petit peu le problème que nous rencontrons. Et il y a aussi aujourd'hui, moi je pense que la santé au travail est devenue un phénomène mondial. C'est une question qui est d'actualité un peu partout dans le monde. Il nous arrive de retrouver des discussions dans des espaces syndicaux internationaux sur la question de la santé mentale, de la santé au travail. Il y a beaucoup de pression. Moi, je pense qu'il faut ouvrir un petit peu une conférence à caractère académique avec des spécialistes pour regarder ce phénomène de maladie engendrée par un environnement d'entreprise très hostile, par la pression. Trop de pression, ce qu'on appelle le burn-out au travail. Et il y a le harcèlement. Ça veut dire qu'il faut trouver. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut travailler autour de ces thèmes. Il faut réfléchir et trouver des mécanismes qu'il faut pour essayer d'accompagner. Parce que ce qui est regrettable, c'est de voir que de mon temps, il fut un temps où de grandes entreprises avaient un département psychologie où le psychologue prenait en charge le salarié qui était en mal et difficile à s'adapter à l'environnement de l'entreprise, etc. Aujourd'hui, on n'en a pas. Et cette catégorie professionnelle font des études sans pour autant trouver des débouchés dans les entreprises, dans les grandes institutions. Moi, je pense que c'est un poste qu'il faut valoriser, à qui il faut donner des missions d'accompagnement et de suivi des salariés, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Parce qu'on ne veut pas, je ne sais pas si c'est un tabou ou pas, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir un petit peu ce nombre de maladies psychiatriques par les salariés, parce que ils sont très très mal dans l'entreprise. Ça, je fais une revendication dans ce sens. Ce n'est pas parce que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui risque d'affecter la productivité d'une entreprise. Et ça, c'est beaucoup de pertes. Là, c'est un problème et un phénomène qu'il faut regarder de près. Il ne faut pas avoir
honte à ne pas le regarder. Et il y a aussi tout le travail qu'il faut faire sur la santé professionnelle, des secteurs d'activité. Il y a un autre phénomène aujourd'hui, c'est celui du climat, qui est un problème, une question d'actualité, la transition climatique, parce que s'il y a la montée des eaux au nord, il peut y avoir l'avancée du désert au sud, et s'il y a disparition des villes au nord, il risque de disparition des villes au sud. Donc, c'est des questions d'actualité et nous n'avons pas le droit d'être en dehors du coup. C'est d'actualité mondiale et on n'a pas le droit d'être en dehors du coup. Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi déjà engager des réflexions, des conférences, des débats sur le sujet et comme le font un peu partout dans le monde. Ça nous dérange, nous syndicalistes, parce que souvent quand on est au niveau international, on trouve que tous les syndicats sont en avance et nous sommes en retard de beaucoup sur ces questions-là. Donc moi, j'en fais en sorte que ce travail en interne se fera, mais il faut que les pouvoirs publics aussi il y a une dynamique, qui accompagne sur ces questions, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'on ne dit pas beaucoup de choses autour de ces questions, or que ils sont à la porte de... Peut-être que parce que M. Tagjoud, pendant de longues années, syndicat était égal revendication salariale essentiellement. Oui, c'est peut-être, mais on est appelé à évoluer. Le syndicat aujourd'hui de par le monde, vous avez des syndicalistes qui deviennent premiers ministres, qui deviennent des ministres, ailleurs, c'est comme ça. Moi, j'ai été en Espagne, j'ai trouvé des ministres qui étaient syndicalistes. Donc, j'ai participé à un congrès de l'Union générale des travailleurs espagnols il y a 3 ou 4 mois. Le Premier ministre actuel de l'Espagne était syndicaliste dans cette organisation, le ministre du Travail était syndicaliste dans cette organisation, et le ministre de la Coopération était syndicaliste. Oui. Donc, nous sommes appelés à regarder les choses autrement. On ne peut pas revendiquer pour revendiquer. On ne peut pas faire uniquement dans la revendication. C'est pas vrai. On fait dans la revendication, oui, mais on doit aussi travailler et produire beaucoup sur les sujets qui risquent de se répercuter sur le monde du travail d'une manière ou d'une autre. La transition climatique, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est le nombre de postes de travail que nous allons perdre. L'intelligence artificielle, elle est posée aussi en termes de postes de travail qui seront perdus et de postes de travail qui seront créés. Oui. Donc, syndicalistes qu'on est, nous avons des affiliés, nous avons des travailleurs qui sont sous notre responsabilité. Est-ce que nous sommes en droit de réfléchir et de discuter? Est-ce que demain, s'il y a des pertes d'emplois, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens à la question de redéploiement, je reviens à la question de la formation, etc. Et si le climat arrive qui détruit des villes, des usines, etc., dans beaucoup d'endroits, est-ce qu'on est en droit de parler? C'est pour ça que je dis que la revendication, oui, mais la revendication, et après, quand on perd des usines, quand on perd des emplois, quelle revendication? On va dire quoi? Donc, le syndicalisme, aujourd'hui, il s'approprie des espaces aussi larges que la revendication. Donc il y a la revendication, mais il y a aussi de la réflexion et un travail de réflexion qu'il faut faire. Il faut réapprendre aux syndicalistes à travailler, à réfléchir et à produire. Parce qu'une organisation syndicale qui ne produit pas dans les idées, c'est une organisation qui est morte. Quelle est la place aujourd'hui du dialogue social, M. Tagjoud? Le dialogue social, pour moi, c'est la clé de voûte de tous les problèmes. Si on fait du dialogue social une culture, on peut dire 80% de nos problèmes seront maîtrisés et on pourra, même si on ne les règle pas, je dirais qu'il faut 80% seront maîtrisés. Maintenant, si le dialogue social fait défaut,
bien évidemment, on va perdre énormément de temps. C'est la perte de temps Oui. et la perte d'énergie et synonyme aussi de perte de gains et de perte de développement et de perte de beaucoup de choses. Donc moi, je pense que le dialogue social, quand il est franc, quand il est sérieux, et quand il est dans la confiance et pas dans la méfiance, on peut avancer, on peut faire beaucoup de choses. Parce que pourvu qu'on a le même intérêt, et l'intérêt c'est de développer le pays, l'intérêt c'est de donner de la place à tous les Algériens qui sont dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut que nos citoyens ressentent ils ont une place. Maintenant, je gagne beaucoup, moins, j'ai beaucoup, j'ai moins, etc. Pourvu qu'il y ait le sentiment qu'on a une place, on fait partie de cet espace. Donc, il faut que le dialogue soit culturel. De mon point de vue, il faut que ça soit un réflexe, c'est-à-dire il faut apprendre à discuter à tous les moments. Rien ne nous empêche de discuter, d'être en désaccord et de continuer à discuter, et de continuer à réfléchir ensemble. J'ai une anecdote, il y a un ministre suédois qui m'avait raconté il y a quelques années que lui et son partenaire syndicaliste ont mis une année de discussion pour aboutir à une privatisation d'une partie du secteur de télécom. Une partie. Oui. Ils ont mis une année de discussion. Je lui ai dit, comment une année de discussion? Il m'a dit, écoute, on vient, on discute la journée autour de 3 heures, 4 heures, 5 heures, on n'arrive pas à s'entendre et on s'en va. Oui. Le lendemain, 2 jours après, on revient, Il faut recommencer. on rediscute. C'est un long processus, hein, le dialogue. Exactement. Oui. Donc, est-ce que nous sommes dans ce... Nous, malheureusement, si on discute 2 heures et on n'arrive pas à aboutir, le lendemain, on déclenche une grève et on déclenche des contestations, etc. Non? Ça veut dire qu'il faut arriver. C'est pour cela que je suis en train de dire qu'il faut qu'il y ait de la réflexion, qu'il faut créer des arguments nécessaires pour qu'on puisse discuter d'égal à égal pour l'intérêt des travailleurs, mais pour l'intérêt de l'économie nationale. Voilà. Oui. Est-ce que pour vous, M. Tagjout, il est temps, le moment est venu de tenir une tripartite? Ça dépend, la tripartite. Si on la tiendra, moi je pense qu'il faut commencer par déjà à discuter en bipartite. Nous allons engager une réflexion avec nos partenaires employeurs très prochainement, le syndicat des employeurs. On va essayer de se retrouver au moins, de discuter, pas dans l'informel, Oui. mais disons sans programme, sans agenda précis, etc. Déjà, c'est amorcer la discussion générale Oui. entre nous, comment on voit les choses, comment on doit faire, comment on doit travailler ensemble, parce qu'il nous arrive de nous retrouver dans des espaces régionaux ou internationaux. On a été ensemble il y a une semaine en Égypte au congrès de l'Organisation arabe du travail. Il y avait le ministère du Travail, il y avait le patronat, il y avait le syndicat. Et on a été chacun, on est parti seul. Oui, c'est-à-dire on ne parlait pas d'une même voix. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est retrouvés, on a pris du café, etc. On s'est dit, mais en amont, on aurait dû le faire. Oui. On aurait dû prendre ce café en amont, on aurait discuté en amont. Et pendant des jours et des jours, pourquoi pas. Et quand on y va, nous représentons quand même un pays, un État, et on devrait parler d'une seule voix, et porter la voix ensemble. Oui. Et ça n'a pas été le cas. On ne s'est pas retrouvés, on s'est retrouvés juste sur place et c'était trop tard. Donc c'est un petit peu ça qui est demandé aujourd'hui. C'est commençons à parler en bipartite, à trouver les espaces d'échange entre nous, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est notre part de travail qu'il faut amorcer pour essayer d'avancer, la part du patronat, c'est celle du gouvernement. Et je pense que la tripartite, c'est l'aboutissement de ce travail bipartite. Ça veut dire que c'est la nécessité
l'exige de se retrouver en tripartite, on le fera. Vous voulez dire qu'il ne s'agit pas de se rencontrer juste pour se rencontrer oui, de manière voilà, pour formelle. ne rien dire ou la haja. Non, oui. moi je pense qu'il faut faire un travail au préalable. Quelles sont les grandes décisions qu'il faut prendre en tripartite? Parce qu'en tripartite, pour moi, c'est le couronnement d'un travail déjà en bipartite. C'est-à-dire qu'il faut voir quelles sont nos insuffisances, qu'il faut rectifier, quelles sont les insuffisances de nos collègues, et comment il faut faire, comment il faut travailler. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à apporter, et peut-être peut apporter des idées. Et ils peuvent nous apporter des idées sur le fonctionnement, sur des choses. Donc il faut imposer un autre rythme de travail et une autre façon de travailler, parce que c'est ça un petit peu la clé de la réussite d'une bipartite entre employeur-employé et voilà la réussite d'une tripartite quand le temps, quand l'agenda l'exige. Quand il y a des grandes décisions qu'il faut prendre, oui, il faut faire une tripartite. Quand il y a des décisions à caractère financier, économique, des décisions sociales pour ne pas affecter les uns et les autres. Parce que vous savez, augmenter un salaire, c'est aussi porter atteinte à un environnement. Augmenter un salaire, porter atteinte, pourquoi je le dis comme ça? Parce que souvent, dans un secteur, s'il y a une augmentation de salaire, c'est au détriment de l'entreprise, au profit des autres entreprises similaires. Parce que la question du dumping à l'étranger, pourquoi on le dénonce? C'est quand les gens essayent de payer moins et de ne pas avoir de couverture sociale, de fiscalité sociale à payer. Et à ce moment-là, ils sont les moins-disants sur le marché intérieur comme sur le marché international. Et ils ont des parts de marché au détriment de ceux qui payent et la fiscalité sociale et qui essayent d'améliorer les salaires des travailleurs. Donc, ça peut exister même à l'intérieur du pays. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un travail d'ensemble. Quand on décide quelque chose, l'amélioration d'un revenu, il faut le faire ensemble. Quand il faut se stabiliser, il faut se stabiliser ensemble. Ça veut dire pour essayer d'équilibrer un petit peu les coûts des entreprises à tous les niveaux. Parce qu'il y a, c'est pas une simple, parce qu'il y a aujourd'hui, j'étais en train de lire le constat de l'OMS, les salaires ne sont pas à l'identique. Oui, les disparités entre le public et le privé, oui, par exemple. Oui, entre le privé et le public, et entre le public et le public, etc., oui. etc., et entre l'administration et le public. Donc, il y a un travail dans ce sens. Ça mérite une tripartite, oui. Par exemple, une grande réflexion en amont et l'aboutissement d'une tripartite autour de ces questions. Comment réguler, comment essayer de recadrer un petit peu les choses dans le monde économique et le monde de l'administration publique. Est-ce que la question de la revalorisation du SNMG fait partie des réflexions qui sont aussi ouvertes au niveau du syndicat? Et je pense que le président a su anticiper cette question lors de mon entretien avec lui. Il avait avancé qu'il allait réfléchir à une augmentation du SNMG vers la fin de l'année ou au début de l'année. Oui, je pense que son souci premier, c'est d'améliorer au maximum le pouvoir d'achat des citoyens. Le SNMG va permettre un petit peu de toucher un petit peu l'ensemble des salariés, ça veut dire les petits salariés de l'administration, les petits salariés de l'économie, les petites pensions de retraite, etc. Oui. Donc, il a un souci de rééquilibrer un petit peu les choses. Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté, c'est que lui, il arrive à cet équilibre et à cette équation capital humain et capital financier. Et ça, c'est très important. J'ai trouvé que c'était excellent et qu'il avait une vision de ne pas sous-estimer l'un ou l'autre, que ça marche ensemble, le capital financier, oui, mais le capital humain aussi. Oui. Et je pense qu'il faut peut-être aller dans cette réflexion ensemble. Il faut qu'il y ait cette conviction chez tout le monde, chez l'ensemble de nos responsables, que aujourd'hui
le capital financier ne peut pas avancer sans le capital humain et vice-versa. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette... Lui, là, il a compris. Ça veut dire qu'il a mis des mécanismes et des outils pour essayer de redynamiser l'économie, de lui donner une impulsion, une dynamique. Et d'un autre côté, il essaye d'améliorer, de relever le niveau des revenus, etc., d'améliorer le pouvoir d'achat. Et il le fait avec intelligence pour l'ensemble, pour essayer qu'il y ait une harmonisation, que ça fonctionne ensemble. Ça veut dire il ne met pas simplement la mécanique de l'économie, mais il met aussi la mécanique sociale pour qu'elle puisse avancer ensemble. Et c'est par la suite, quand on tient une conclusion, on dit que est-ce que nous sommes tous au même niveau de la compréhension ou pas. Ça, il va falloir que chacun d'entre nous essaye de réfléchir et de dire est-ce que ce n'est pas ça qui est juste, c'est aussi d'avancer ensemble et de réfléchir ensemble et d'aboutir aussi à des rencontres, que ce soit bipartites, tripartites, ensemble. Monsieur Tagjoud, est-ce qu'aujourd'hui encore, il est difficile de créer un syndicat dans les grandes entreprises, dans le secteur économique notamment? Un grand syndicat. Dans des syndicats. Qu'est-ce que les travailleurs arrivent facilement à s'organiser dans les grandes entreprises, dans le monde économique? Je pense pas. Nous sommes régis par une loi 2302. Elle est contestée par certains syndicats, comme elle est contestée par des syndicalistes chez nous. Oui. Il y a des syndicalistes qui trouvent que c'est une loi qui ne leur permet pas de continuer à travailler ni à exercer le syndicat parce que limite un petit peu les mandats, etc. Moi, je trouve que les mandats, il faut les limiter dans des postes sensibles, la direction, etc. pour ne pas... Il faut qu'il y ait du changement. Le syndicat a besoin de changement. De souffle nouveau, oui. Le syndicat a besoin de changement. Le syndicat a besoin de renouveler un petit peu ses responsables parce que c'est un mandat, et un mandat, c'est c'est une confiance, il faut savoir la maintenir, l'entretenir et la préserver. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est pas une profession, le syndicat, c'est pas un métier, mais c'est un militantisme. Donc le militantisme, il a une durée de vie limite. On peut militer pendant 10 ans et on s'arrête, et on peut militer pendant 20 ans et on s'arrête, et ainsi de suite. Le militantisme, ce n'est pas la profession, donc elle se limite dans la fonction de responsabilité, mais pas dans les convictions. Oui. Pour rester militant toute sa vie. Pas parce qu'on n'est pas responsable qu'on ne devient plus militant. Parce que quand on porte un idéal, on le porte. Mais la responsabilité des travailleurs, comme des politiques, comme des citoyens, ont besoin de voir du nouveau, parce que c'est la vie. Ça ne peut pas être autrement, parce qu'on se lasse vite. Et d'ailleurs, y compris ailleurs, c'est dans les autres pays, ils ont compris que vaut mieux ne pas lasser et les travailleurs ou les populations ou les citoyens. Il faut leur permettre de voir autre chose, de croire à autre chose et d'investir à autre chose, d'autres choses. C'est un petit peu tout ça qu'il faut. Donc le syndicat fait partie un petit peu de ces organisations qui nécessitent des renouvellements au bout de 2 mandats, de 10 ans de responsabilité. Je pense qu'on peut tirer sa révérence et permettre à d'autres de venir et de continuer un petit peu le processus. Est-ce que les femmes sont suffisamment représentées au niveau de l'UGTA? Des instances, hein, je parle. Hein. Pas des instances. Ici, nous avons respecté les 30% que la loi exige. Parce que la loi l'exige ou parce que les femmes sont, sont engagées? C'est la volonté des hommes et des femmes. Ça veut dire si on y croit que la femme a une place dans les organisations, dans les partis, etc., il faut le faire, il faut leur permettre d'être. Moi, j'en ai aujourd'hui un secrétariat national de 9, il y a 3 femmes. Ça veut dire qu'on est dans la fourchette de un peu plus de 30. Oui, on n'est pas encore dans la parité. Oui. On n'est pas dans la parité, mais nous avons quand même de la qualité. Ces femmes, ce n'est pas
des représentants talibés. Ils sont là parce qu'ils ont un objectif et ils le mènent bien. Nous avons un médecin spécialiste dans la médecine du travail qui est là avec nous. Nous avons une autre qui est dans la numérisation. Nous avons une autre qui est dans la formation. C'est pas facile. Ça fait grincer des dents. Mais il faut faire avec. Et moi, je pense que l'UJTA, depuis 1956, elle a vu une seule femme en 1975. Et 75, je pense qu'on était plus progressiste qu'aujourd'hui. Actuellement, oui. En 60, donc une seule femme. En 75, elle était secrétaire nationale. Et depuis, il n'y a plus rien. De 56 à 75, il n'y avait pas de femme. De 75 à 80, on a eu une seule femme. Et depuis Ahtel Al-Khatra Hadi, donc cette fois-ci, on a 3 femmes. Et j'espère qu'on maintiendra ce cap, essayer de mettre dans d'autres structures verticales, dans des fédérations de ces sectorielles. Il y a des femmes, il n'y a pas beaucoup. Oui. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Je peux dire globalement, ça peut avoisiner entre 14 et 16% globalement hein, sur un nombre de 200 000 syndicalistes, tout confondu, je peux dire 14 à 16%, c'est pas beaucoup. C'est peu. On est loin de l'objectif de 30, mais il faut essayer d'avancer. À chaque fois qu'il y a un congrès, nous insistons pour la place de la femme dans les structures exécutives. Mais c'est aussi un travail pédagogique qu'il faut mener à l'intérieur de l'organisation. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais on est obligé de leur forcer la main. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et les jeunes, M. Takjout, est-ce qu'ils s'intéressent toujours au syndicat? Ça dépend des secteurs d'activité. Dans les entreprises, il y en a. Dans les entreprises, il y en a. Dans les structures classiques, enfin, disons, dans l'appareil central comme l'appareil local, il n'y a pas beaucoup. Parce que la vieille garde ne cède pas, ne laisse pas place. Et de là, c'est la vieille garde qui est aussi hostile à la loi 2302. Mais on est en train d'assainir au fur et à mesure, d'essayer d'apporter un petit peu le renouvellement et d'essayer d'encourager un petit peu les jeunes à se retrouver dans les structures. Eux aussi, ils ne font pas beaucoup d'efforts aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils travaillent. Et c'est pas mon intérêt, c'est pas de perdre mon temps à me bagarrer pour un poste de haja. Je fais ma carrière dans l'entreprise. Mais je pense que l'intérêt des travailleurs de s'organiser, c'est pas uniquement pour son intérêt personnel, même si ce n'est pas l'intérêt d'une composante humaine dans l'entreprise, mais l'organisation du travail, nous sommes aujourd'hui entourés de beaucoup de situations conflictuelles, régionales, de l'hostilité de certains pays au niveau international contre notre pays, etc. Et ça, c'est aussi revenir un petit peu à cette sensibilité nationale. Ça veut dire que le JTA a été créé en 1956 en pleine révolution, elle a été au devant de la scène dans les années 90 pour sauver la République. Et on n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas mobiliser, de ne pas avoir une structure forte, très mobilisée pour faire sentir que nous sommes là pour défendre la République et défendre les institutions de la République. Donc il y a un intérêt. Organiser les travailleurs, ce n'est pas rien. Mais je dirais encore, organiser les travailleurs et organiser la société. La force d'un pays, c'est dans son organisation. Ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire un pays qui n'est pas organisé, c'est un pays qui est voué à l'échec. Donc la question d'organisation, ce n'est pas une simple vue de l'esprit comme ça de dire quand l'organisation, c'est la société. Regardez les sociétés occidentales, comment ils sont bien organisés.
le nombre d'associations, le L'association. nombre d'organisations, le nombre, etc. Moi, j'étais frappé. Un jour, j'étais aux États-Unis, je me suis retrouvé en réunion avec les syndicats de la FLCAO. Et à un moment donné, quelqu'un m'invite à une autre organisation. Et une organisation de quoi? C'est une organisation des ovnis. Alors, les gens s'organisent parce qu'ils croient aux extraterrestres. Oui. Alors, et nous, on déteste tout ce qui est organisé. Le mot organisation, on le déteste. Non, il faut que la société s'organise. La société, il faut que ça soit une organisation solide, une organisation qui porte, une organisation qui aura non seulement un caractère social, mais un caractère économique et un caractère politique. C'est ça qui fait la force d'un pays. Et la force d'un pays passe par son organisation, il ne passe pas par autre chose. Voilà, moi, c'est ma façon de voir. Je crois énormément aux syndicats, je crois énormément à l'organisation syndicale, quand elle est bien faite, quand elle est respectueuse, quand elle respecte le mandat, quand on respecte quand on respecte la confiance qu'on a avec les travailleurs. Et je pense que c'est la même chose pour les associations. Il faut qu'il y ait ce respect mutuel du mandat et de la confiance. Et je pense que notre pays a besoin de tous ces enfants bien organisés, bien structurés, parce que, encore une fois, une société organisée, ça veut dire c'est une organisation non seulement structurelle, mais une organisation de la structure mentale de notre société. Et ça, c'est plus important. Eh bien, très bien, Monsieur Tekjout. Sur ce, on vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne fête à tous les travailleurs. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité et une autre thématique. Merci de nous avoir suivis.